Oreille curieuse, bien le bonjour. Je suis Bérangère de Tolzan, guide conférencière agitée, c'est-à-dire membre de l'Agite. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, Agité, c'est notre esquisse, notre surnom à nous, les guides du Tarn, car nous sommes un chouïa agité par la passion de notre métier. Dans cette période particulière, où la culture n'est pas reconnue comme essentielle, et pour ne pas rester sans voix, le premier et principal outil de travail d'un guide, nous vous invitons à nous écouter depuis chez vous. Nous vous proposons durant tout l'hiver une série de podcasts, les Vox Agitam, 2 fois par mois, les jeudis. Pas de panique, si vous en loupez un, ils seront tous accessibles sur notre chaîne YouTube, notre site internet et notre page Facebook. Ouvrez donc grand vos oreilles. Pour ce 3e Vox Agitam, je vous emmène en voyage dans les sonorités de quelques expressions occitanes que nous pouvons encore entendre au détour d'un marché ou ailleurs, là où il reste des locuteurs de cette belle langue aux accents chantants. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis pas occitaniste. J'ai grandi dans le Tarn, entre des grands-parents maternels qui, entre eux, ne parlaient que l'occitan. Mais quel occitan? Mon grand-père était issu du côté de Réalmont. Ma grand-mère venait du Sidobre. Une distance d'environ 35 km séparait leurs 2 villages d'origine. Cela suffisait cependant pour que certains mots ne soient pas les mêmes. Quand l'un pour parler du chien disait « lougus », l'autre disait « louco ». Le coq, c'était « lougal » pour l'un, « loupoule » pour l'autre. Vous comprenez donc que sans même rentrer dans des considérations de variantes provençales, languedociennes, gasconnes, limousines, auvergnates, alpines, aranaises et j'en oublie sans doute, chacun a hérité de l'occitan de ses parents, de l'occitan de son terroir, de l'occitan de son histoire, avec des prononciations, des tournures et des mots différents. C'est une langue riche, subtile, mouvante. En un mot, vivante. Il n'y a pas un occitan, mais des occitans. Cette langue, je l'ai entendue toute mon enfance, mais je ne l'ai jamais apprise. Je la comprends plutôt bien, je la parle peu, et certainement mal. Mais je l'aime, parce qu'elle raconte l'histoire de chez moi, avec l'accent de mes aïeux. Alors, pour vous la faire partager un peu, j'ai choisi des expressions en lien avec l'histoire de la région, et notamment avec la croisade contre ceux que l'on appelait les Albigeois. Certains personnages, du côté des croisés venus du nord, avec des guillemets, ont laissé leur nom dans des locutions locales, et s'en serait sans doute bien passé, car ça n'est pas spécialement flatteur. Les personnages qui ont marqué cette page d'histoire sont, entre autres, Simon de Montfort, son fils Amaury de Montfort, Bernard de Clairvaux et Saint-Dominique. Eh bien, ces 4-là sont à l'origine d'expressions occitanes, dont certaines plus connues que d'autres, mais qui ont été répertoriées sous la plume de différents auteurs, dont Bernard Vavassori, Charles Danet, tous deux auteurs chez Loubatière de recueils et dictionnaires de mots et expressions occitans, ou encore Géraud d'Elbès, chroniqueur sur France Bleu et spécialiste de la langue occitane, et d'autres. Le plus célèbre de ces personnages est sans doute Simon de Montfort, connu de sinistre mémoire comme le chef de cette croisade particulière, qui a lancé des chrétiens contre d'autres chrétiens au cœur de l'Europe médiévale. On présente parfois Simon de Montfort comme un noble désargenté, animé uniquement par la soif de terre et de richesse. La famille de Montfort faisait toutefois partie des vassaux principaux du roi Philippe Auguste. Il était également, par sa mère, comte de Leicester. De ses fils, l'aîné, Amaury, sera un éphémère suzerain occitan. Le 3e, Simon V, une sorte de vice-roi d'Angleterre qui s'opposa à son beau-frère, le roi Henri III. Simon de Montfort a laissé l'image d'un homme cruel, le bourreau du Languedoc. Il fut avant cela
l'un des rares à sauver son honneur en refusant de piller la ville chrétienne de Zara au profit des Vénitiens, lors de la piteuse 4e croisade en 1202. Il trouva le moyen de gagner par lui-même la Terre Sainte, et la légende dit qu'il en rapporta 2 morceaux de la vraie croix. Il était sans doute pieux, droit, et sincèrement convaincu de se battre pour Dieu, ce qui, à ses yeux et à ceux du pape, justifiait tous les moyens, fussent-ils abjects à nos yeux 8 siècles plus tard. Et c'est ce côté abject qui a laissé dans la Lingua Nostra un mot synonyme de cruel, sanguinaire, et qui n'est autre que son prénom Simon, prononcé à l'occitane Simon. En effet, les croisés se sont fait connaître par des actions d'éclat, si l'on peut dire, auréolées d'une cruauté particulière, à commencer par le tristement célèbre massacre de Béziers. Même si à ce moment Simon n'était pas encore officiellement chef de la croisade, le pape ayant désigné pour cela son légat Arnaud Amalric, la cruauté de ce massacre sera attribuée aux croisés sans distinction, et donc à celui qui deviendra leur chef après la prise de Carcassonne, Simon de Montfort, Loup Simon. En 1210, le même Simon assiège victorieusement Bram dans l'Aude. Il fit crever les yeux et couper le nez aux défenseurs de la petite cité, puis les envoya à Cabaret, notre Lastours actuel, guidé par un des leurs, auquel on avait laissé un œil, afin d'impressionner les défenseurs de ce château et de hâter sa reddition. Je vous épargnerai l'énumération des bûchers de la croisade, pour n'en citer que 3 sous l'ère du Simon. Minerve en 1210, puis Lavore et les Casses en 1211. Son fils, Amaury de Montfort, est lui aussi à l'origine d'une expression formée de la même façon à partir de son prénom. Ainsi, si vous vous faites traiter d'Amaury, eh bien, sachez que l'on vous prend pour un imbécile. D'ailleurs, ce prénom est très peu représenté dans les familles de vieilles souches occitanes, et on comprend pourquoi. Mais comment ce prénom est-il devenu synonyme d'imbécile ? La partie légendaire de l'histoire, il y en a toujours et ça n'est pas pour me déplaire, veut que le fils de Simon ait été aussi incapable de gérer les terres prises par son père que ce dernier avait été cruel pour les annexer. Alors ça n'est pas tout à fait vrai, bien sûr, mais c'est ce que les gens du cru auront retenu de cette famille venue en conquérante. Amaury succède à son père Simon, qui fut tué en 1218 lors du siège de Toulouse. En même temps que les titres de son père, il reçoit, à 18 ans, le commandement de troupes démoralisées par les révoltes incessantes des barons occitans, qui reprenaient au fur et à mesure les terres conquises. Il est vrai qu'il n'avait pas l'expérience militaire de son père. En 1224, lors d'une audience auprès de Louis VIII, il lui demande des renforts pour reconquérir ses terres. Or, le roi, fin politique, lui fit renoncer à tous ses droits sur l'Occitanie en faveur de la couronne. En compensation, il obtient l'érection de sa seigneurie de Montfort-l'Amaury en comté et la promesse de succéder à son oncle Mathieu de Montmorency en tant que connétable de France, ce qui sera effectif en 1230. Il a donc eu au final une carrière tout à fait honorable compte tenu du contexte historique. Mais en Occitanie, c'est sans gloire que son nom est passé à la postérité. Faire son Amaury, c'est définitivement faire son imbécile. À noter que l'on trouve une expression combinant les deux précédentes, méchant comme Amaury, qui qualifie celui qui est à la fois bête et méchant. Après ces grands militaires, passons maintenant à 2 religieux qui ont sillonné la région au XIIe et XIIIe siècle. Tous 2 ont été canonisés par l'Église sous les noms de Saint Bernard et de Saint Dominique. Bernard, fondateur de Clairvaux en 1115, prêcha la seconde croisade en Orient. Dans le même temps, l'Église est en butte aux hérétiques, qui se multiplient dans le sud-ouest de la France. Le pape envoie donc Bernard de Clairvaux prêcher en Albigeois en 1145. Mais
dans ce midi où les bons hommes étaient acceptés de la plus simple des manières, cet homme, envoyé du pape, représentant de la riche et intransigeante Église romaine, était vu soit comme un hypocrite, soit comme un sot servile, répétant les paroles du pape. Aussi ne rencontrait-il pas souvent un accueil très enthousiaste. Au mieux, il n'était pas très écouté, au pire, il était molesté. À Albi, on organisa lors de sa venue un grand charivari, c'est-à-dire une démonstration bruyante et quelquefois violente, qui visait à désigner voire à sanctionner celui qui aurait enfreint les valeurs ou les traditions de la communauté. C'était indubitablement le cas de Saint-Bernard. Ce pauvret de Saint-Bernard nous a aussi laissé le nom d'une commune, le bourg Saint-Bernard, en Haute-Garonne, tout près de Verfeil. Pourquoi cela ? Se rendant à Albi, il s'arrête dans la localité de Verfeil, où il est très mal accueilli et même molesté. Il se réfugie alors dans une localité voisine du nom de Villa Longa, où il reçoit au contraire un accueil très favorable. Son prêche est écouté et il peut y éradiquer l'hérésie. Il devient même le patron du village, qui porte désormais le nom de Bourg-Saint-Bernard. Comme quoi, il y a quand même au moins une localité où il a été bien accueilli, même si l'ensemble de sa mission de prédication a plutôt été un échec. Cet homme, pourtant un des grands personnages de l'Occident chrétien et un conseiller écouté des papes, laissera dans le langage imagé occitan le souvenir d'un homme hypocrite et servile. Alors, je demande d'avance pardon aux quelques Bernards que je connais, mais un Bernat, en occitan, c'est une sorte de tartuffe. On trouve aussi cette expression peu flatteuse pour notre homme. Las brabam, cridabo Bernat. Quand l'âne brayait, il criait Bernard. Voyons maintenant ce que nous a laissé saint Dominique. Avant même la croisade militaire, l'évêque Diego d'Osma et Dominique de Guzman, son collaborateur, essayaient de convertir les hérétiques par l'exemple de leurs mœurs, rompant avec le faste des cisterciens, et par des discussions publiques avec les hérétiques, pour démontrer la supériorité de l'Église romaine. Malgré le retentissant miracle de Fangeau, ce fut un échec. Dominique fonde en 1216 l'ordre des frères prêcheurs, plus connu sous le nom de dominicains. Il meurt en 1221, soit 12 ans avant que le pape ne confie à l'ordre des dominicains le soin de mener l'Inquisition. Son surnom de marteau des hérétiques n'est donc pas mérité, car s'il a bien combattu l'hérésie, c'est uniquement en parole et sans aucune violence. Cependant, c'est bien à l'ordre qu'il a fondé qu'est dévolue cette terrible tâche de l'Inquisition. Et la population retiendra des dominicains que, sous leurs airs doux et ouverts, se cachaient de terribles personnages. Ce qui laissera dans le parler local le verbe domeneggiar, avoir un comportement douteux, caché de mauvaises intentions. J'en ai fini des personnages historiques et, en cette période de vœux, je vais terminer par une tradition du Nouvel An. Si vous avez écouté nos précédents podcasts, vous avez entendu Lucille nous parler des différentes traditions de Noël et notamment de la bûche. Si ça n'est pas le cas, vous pourrez l'écouter tout à l'heure ou quand vous voudrez, il est toujours en ligne, ainsi que le premier. Pour revenir à cette fameuse bûche, l'Oussoc des Nadal, la bûche de Noël, il fallait qu'elle soit la plus grosse possible afin de brûler tout le bout de l'an, c'est-à-dire depuis la nuit de Noël jusqu'aux premières lueurs de l'année suivante. C'était tout un cérémonial. Choisir la bûche, la couper, la ramener, la disposer dans la cheminée et enfin l'enflammer. Il ne fallait surtout pas que le feu s'éteigne, sinon c'était signe de malheur sur la maison pour l'année à venir. Lorsque la bûche était mise au feu, le plus âgé de la maison veillait à l'opération et prononçait cette phrase: Alan Keben, que se siam pas mai, que siguen pas mens.
c'est-à-dire à l'an prochain, que si nous ne sommes pas plus, nous ne soyons pas moins. Cette phrase exprimait le souhait de ne pas avoir de décès dans la famille durant l'année, et même, si possible, d'avoir des naissances. Dans un pays encore très rural, peu mécanisé, les enfants étaient vus comme des bras supplémentaires pour travailler au champ, une richesse donc. Puis, le progrès aidant, les gazinières et les chauffages centraux remplaçant peu à peu les grandes cheminées d'antan, les grandes fermes cédant la place à de petits appartements, il est devenu difficile de faire brûler une énorme bûche 7 jours durant. Les enfants ne sont heureusement plus perçus comme de la main-d'œuvre pour les champs. Ils sont aussi moins nombreux. Mais ils sont toujours une richesse. Ils représentent notre avenir et l'avenir de notre belle bleue. Souhaitons donc à tous, petits et grands, un beau nouvel an. Merci d'avoir écouté ce 3e podcast agité, en espérant qu'il vous aura plu. La programmation 2021 avance à grands pas. Notre site internet et notre logo font leur mue pour la nouvelle année. Nous vous invitons à liker et à partager ce podcast, ainsi que nos autres publications, et surtout à poster en dessous vos expressions ou mots favoris à vous, d'origine occitane bien sûr. Nous allons certainement apprendre beaucoup de choses. En attendant de vous lire, je vous dis à bientôt, agitez-vous, prenez soin de vous, et à l'an